Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Voici les titres de l'actualité. Ouverture du procès du vice-président de la Guinée équatoriale, Teodoro Obiang Mangué, devant la justice française. Il est soupçonné d'avoir acquis frauduleusement un patrimoine considérable en France. Adoption d'un nouveau code de la presse au Sénégal. Comment les nouvelles dispositions prises pour mieux encadrer ce secteur sont-elles perçues par les professionnels des médias? Éléments de réponse dans cette édition. Et Djibouti modernise son système de paiement. Les autorités ont annoncé le lancement d'une monnaie numérique dans les prochains jours. Les détails dans cette édition. C'est le premier procès des biens mal acquis en France. Le procès de Teodoro Obiang Mangué s'est ouvert le 19 juin devant le tribunal correctionnel de Paris. Le vice-président de la Guinée équatoriale est poursuivi pour blanchiment, détournement de fonds et corruption. Mais quelle est la portée de ce procès? Élément de réponse dans ce sujet de la rédaction. Procès contre le vice-président de la Guinée équatoriale en France. Le procès dit des biens mal acquis opposant le vice-président de la République de Guinée équatoriale, Teodoro Obiang Mangué, à la justice française, s'est ouvert au palais de justice de Paris depuis le lundi 19 juin. Le vice-président de la République de Guinée équatoriale est accusé de blanchiment, de corruption et de détournement de fonds publics pour l'acquisition de biens immobiliers et des achats de luxe sur le sol français. Au terme de plusieurs audiences, la justice tarde à apporter ses preuves, selon la défense de l'avocat. La justice française est manifestement incompétente pour connaître cette affaire. Pourquoi? Parce qu'on est devant un blanchiment qui est un délit de conséquence. Cela veut dire qu'il y aurait des délits qui sont commis ailleurs avec des répercussions en France. Mais ce qui arrive dans ce cas, c'est qu'il n'y a jamais eu de délit en Guinée équatoriale. Nous n'avons jamais contesté que notre client a eu des parts et d'actions dans certaines sociétés, les sociétés ayant gagné à l'époque des marchés publics, c'est normal que comme actionnaire, ils puissent avoir droit à des dividendes. Pour la défense, le procès soulève de profondes interrogations. La France peut-elle juger un vice-président d'un pays en faisant fi de son immunité? L'objet du délit, les moyens financiers n'étant pas sur le sol français, les juges s'arrogent-ils un droit universel à juger des faits se déroulant dans un autre pays? Quelle est la réelle identité des accusateurs? Les membres de l'opposition au pouvoir en Guinée équatoriale, notamment ceux du parti CORED, jubilent et portent des accusations souvent sans lien direct avec le contenu précis de l'accusation. Nous sommes fiers et très contents de ce procès qui a démarré lundi 19 juin et que la justice sera faite. Cela fait 10 ans que Théodorine et son fils et sa mère sont soupçonnés de détournement de fonds, abus de pouvoir et blanchiment d'argent. Toutefois, l'un des membres éminents de la CORED, témoin de l'accusation, Sévéré Moto, a été impliqué dans une tentative de coup d'État rocambolesque en 2014 contre le pouvoir en Guinée équatoriale, mêlant le fils de l'ancien Premier ministre de la Grande-Bretagne, Mark Thatcher, et coup de théâtre, le cerveau opérationnel de ce coup d'État loupé, le mercenaire sud-africain Simon Mann, viendra témoigner ce lundi 26 juin dans des audiences où il n'est question, après plusieurs audiences, que de la politique économique, sociale, financière et diplomatique de la Guinée équatoriale. Ce dossier est une construction, il est totalement vide. Si la question est de savoir si M. Nguema avait acheté un appartement, un immeuble à Paris, des voitures, dépensé des choses, la réponse est oui, il ne s'en est jamais caché, les voitures étaient immatriculées à son nom, il a déclaré les sommes aux impôts et l'argent provient principalement d'un compte bancaire ouvert à son nom en République de Guinée équatoriale. Il n'y a pas de paradis fiscal, il n'y a pas de offshore, les Panama Papers, tout ceci est totalement étranger à M. Nguema. Le procès, avec ses multiples rebondissements et témoignages, doit durer jusqu'au lundi 6 juillet. Également dans l'actualité, le président rwandais Paul Kagame, candidat à sa propre succession, a déposé le 22 juin son dossier de candidature à l'élection présidentielle du 4 août 2017. Ils sont pour l'instant 5 candidats à avoir annoncé leur intention de briguer la magistrature suprême. Mais la commission électorale doit annoncer le 7 juillet la liste définitive des candidats. Le président Paul Kagame a également profité de cet événement pour faire le point sur les allégations d'intimidation
accusations dénoncées par certains candidats à l'encontre de plusieurs autorités locales. Le chef de l'État a assuré que si ces accusations étaient avérées, les responsables devraient répondre de leurs actes. Au Sénégal, le nouveau code de la presse a été adopté le 20 juin à Dakar. Attendu depuis plus de 7 ans, ce projet est le fruit d'intenses négociations entre le gouvernement et les professionnels des médias. Mais comment ces nouvelles dispositions sont-elles perçues par les professionnels des médias? Élément de réponse avec Ibrahima Djoumaba. Par les professionnels des médias. L'Assemblée nationale du Sénégal a adopté le nouveau code de la presse mardi 20 juin. Il prévoit notamment d'assainir le milieu des médias, mais aussi et surtout impulser l'amélioration des conditions de vie et de travail des journalistes. La promulgation et les décrets d'application du texte sont très attendus par les acteurs des médias. Du point de vue de la liberté de la presse, le code de la presse qui a été adopté hier, donc au niveau de l'Assemblée nationale, n'est pas à la hauteur de la Constitution de 2001 qui a consacré de manière très forte la liberté de presse et la liberté d'expression. Ce code de la presse-là, en réalité, s'inscrit dans le cadre du code pénal qui date de 1965 et qui est extrêmement répressif pour la liberté de presse et la liberté d'expression. Donc nous saluons l'adoption de ce code-là, mais nous sommes inquiets quant à la liberté de presse au Sénégal. Après l'adoption de ce nouveau code de la presse, plusieurs changements sont attendus dans le milieu des médias. L'aide à la presse est supprimée. Elle est remplacée par le Fonds d'appui au développement de la presse. Pour lutter contre la précarité des journalistes dans les rédactions, une nouvelle convention collective est en cours d'élaboration. Nous avons reçu l'accord, en tout cas, des patrons de presse et de l'État, à savoir le ministère du Travail et le ministère de la Communication, pour aller aux négociations afin de signer cette nouvelle convention au plus tard le 15 juillet. Donc, les discussions vont être ouvertes juste après la Corité pour permettre aux gens de discuter et de mettre en place une convention qui va permettre aux acteurs des médias, en l'occurrence les journalistes et les techniciens, d'avoir désormais les moyens pour vivre décemment de leur métier. Le nouveau texte prévoit des critères stricts pour être journaliste. À défaut de sortir d'une école de journalisme, la carte nationale de presse sera délivrée par une commission de validation des acquis d'expérience, soit 2 ans pour les candidats ayant un diplôme de licence et 10 ans pour ceux qui n'ont ni diplôme de journalisme ni licence. Cependant, le secret défense de l'enquête et de l'instruction garanti par l'article 5 du présent code inquiète les professionnels. Pour beaucoup, cette disposition pourrait limiter la liberté de la presse et l'indépendance des journalistes. Par ailleurs, l'État veut remplacer le Conseil national de régulation de l'audiovisuel par une autorité de régulation de l'audiovisuel. Djibouti se lance dans la modernisation de son système de paiement. La Banque centrale du pays a annoncé le 19 juin l'adoption du concept de monnaie électronique, un nouveau service financier en phase avec l'innovation technologique. Marcel Farbamaoun. La BCD, Banque centrale de Djibouti, lancera dans les prochains jours sa monnaie électronique, un projet qui entre en phase avec les ambitions de Djibouti qui veut se doter d'un système financier moderne. Ce projet s'inscrit dans le cadre d'un vaste chantier de modernisation de l'architecture et de l'infrastructure financière de Djibouti, mené par la Banque centrale avec le soutien de la Banque mondiale. Avec cet ambitieux projet, Djibouti pourrait définitivement accéder à l'ère des activités financières dématérialisées grâce à l'utilisation des nouvelles technologies. Il s'agit entre autres du mobile banking, du mobile money, du e-banking, des virements et chèques électroniques ou encore de la chambre de compensation virtuelle. Avec l'adoption du concept de monnaie électronique au niveau des services financiers numériques, la République de Djibouti va pouvoir enfin profiter des avantages de l'innovation technologique. Parmi les autres avantages issus de cette digitalisation, on note la création d'un fonds de garantie partielle et des crédits pour l'appui au financement des PME-PMI et la mise sur pied d'un comité national de la charia pour mieux encadrer les activités financières islamiques. Dans le reste de l'actualité, les Lions indomptables ont concédé un match nul face à l'Australie le 22 juin dans le cadre de la Coupe des Confédérations de football qui se joue actuellement en Russie.
Une deuxième déception après la défaite 2-0 face au Chili. L'équipe du Cameroun devra impérativement gagner le 25 juin face à l'Allemagne pour tenter d'avoir une chance de jouer les demi-finales de ce tournoi. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre fidélité. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.